Vous écoutez Tech Café, votre podcast sur l'actualité des nouvelles technologies. Nous sommes en février 2024 et c'est un épisode un peu spécial que vous écoutez qui s'inscrit dans le cadre du podcaston. Alors le podcaston, c'est quoi? C'est un dispositif qui a été repris par de nombreux podcasts que vous avez peut-être entendu dans d'autres podcasts et qui vise à mettre en avant une association avec un épisode dédié entre le 25 et le 31 mars. Et cette année, j'ai demandé à l'équipe organisatrice du podcaston de me mettre en relation avec une association que j'aimerais bien un peu mieux connaître. Et c'est Emmaüs Connect, et c'est ainsi que j'ai pu rencontrer Arnaud Jardin. Salut Arnaud. Salut Guillaume. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et de passer un petit peu de temps à mettre en lumière Emmaüs Connect. Tu es responsable communication et mobilisation citoyenne pour cette association. J'ai repris purement et simplement le job qui est décrit dans C'est la ça. signature du mail, c'est ça? Top. Alors, juste avant qu'on échange ensemble, Arnaud, je voudrais juste relayer un petit mot sur Altrui qui organise le podcaston. Donc, c'est la deuxième année qu'a lieu ce dispositif désormais. Et c'est une association sans but lucratif qui promeut l'altruisme au sens large à travers les canaux numériques. Ils ont initié l'idée du podcaston, mais évidemment, c'est tous les podcasteurs et podcasteuses qui contribuent. Et puis, les partenaires ont évidemment rendu cette initiative possible. Merci beaucoup à toutes ces personnes et merci à Lola aussi qui œuvre dans les interfaces et les interactions de ce gros dispositif. Arnaud, je te propose, sans autre forme de procès, comme j'ai l'habitude de le dire en introduction de Tech Café, qu'on se lance ensemble et puis que tu commences peut-être tout simplement à te présenter et à dire un petit peu qui tu es et pourquoi est-ce que tu œuvres en matière de communication pour Emmaüs Connect aujourd'hui. Ouais, ça marche. Alors, j'ai 34 ans. Ça fait 4 ans et demi, un peu plus, que je suis chez Emmaüs Connect, où je m'occupe donc de ces 2 aspects. Enfin, je suis en charge d'un pôle, en fait, qui est hybride entre la communication externe, les relations publiques, Mmh. et la communication interne d'une certaine manière. Mais pour une association comme nous, la communication interne, c'est surtout beaucoup l'animation du bénévolat, le recrutement du bénévolat aussi. Donc voilà, c'est à la fois de la communication et de la mobilisation citoyenne. Excellent. Emmaüs Connect, on a préparé l'épisode et je sais que ça fait un petit moment maintenant que c'est installé, mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus en détail quelle est la genèse de l'association, depuis quand ça existe et puis surtout, qu'est-ce que fait Emmaüs Connect? Ouais, bien sûr. Alors Emmaüs Connect, c'est une association du mouvement Emmaüs. On le sait pas forcément, mais le mouvement Emmaüs, c'est une galaxie en fait d'associations Mmh. qui, en France, il y en a 300 groupes comme on dit, Emmaüs Connect est donc un des plus récents, on peut dire. L'association existe depuis 11 ans maintenant et sa spécialité, c'est d'aider les personnes en précarité, sociale et numérique à se réinsérer dans ce monde qui se dématérialise à toute vitesse, en fait, en apportant de l'aide sur les 3 leviers finalement de l'inclusion numérique, qui sont l'équipement, la connexion qu'on oublie parfois et l'accompagnement sur les compétences numériques de base, voilà. Nous, notre conviction et ce qu'on voit tous les jours avec les personnes qu'on accueille, c'est qu'il faut absolument remettre, de l'humain et du lien humain finalement dans l'acquisition des compétences et dans le numérique en général. Ça fait 11 ans, hein, c'est ça, C'est que ça, que ouais. l'association existe. Et c'est vrai qu'on a souvent dans l'inconscient collectif, je pense, quand on évoque le terme d'Emmaüs, de l'abbé Pierre, hein, qui voilà, qui a lancé l'appel. Et puis surtout, on a ce lien, je pense, effectivement humain au travers des différents sites, mais de récupération de biens matériels, de vente. Je pense que tout le monde connaît assez bien le dispositif Emmaüs et je pense qu'effectivement, on n'a pas en tête qu'il y a ce dispositif Emmaüs Connect dans cette galaxie. Quand tu dis galaxie, est-ce que tu peux nous toucher un mot de quels sont les autres organismes qui sont rattachés à cette galaxie? Quelques exemples, hein, éventuellement. Quelques exemples. En fait, Emmaüs, du coup, c'est vraiment, il y a 3 branches. Alors, il y a une branche, qui est un peu la plus emblématique. La première, c'est celle des communautés, où on Ouais, trouve des compagnons, des compagnes celle qui, que j'évoquais en fait. Ouais. ouais, c'est ça, qui est en fait, en fait, le grand, comment dire? Le grand ADN d'Emmaüs, c'est de dire que on ne donne pas purement et simplement des choses, aux personnes Mhm. qui en ont besoin, mais on les accompagne dans, une logique d'insertion par le travail, Ouais. et en général, on vend plutôt à tarif solidaire les choses pour, de manière, circulaire, arriver à financer d'autres actions. Donc voilà, il y a toujours cette logique-là.
Et donc il y a, des communautés, mais il y a aussi, Emmaüs Défi qui a beaucoup de boutiques, qui emploient des personnes en insertion, notamment la plus grande à Paris qui est gérée par Emmaüs Défi. Il y a, les ateliers du bocage. Les ateliers du bocage, ils font du reconditionnement solidaire et ils nous aident beaucoup, sur nos sujets. Il y a Emmaüs Campus. Enfin bon, en fait, voilà, il y a beaucoup d'associations avec à chaque fois des petites particularités locales, ou en termes de il y a aussi Emmaüs Habitat, très, très Mmh. important, un énorme bailleur social pour beaucoup de gens qui est vital pour beaucoup de gens. Donc, ouais, c'est devenu une association assez indispensable à l'action sociale aujourd'hui. Enfin, un Hem, groupe, pas une association, un o mouvement justement. ouais. C'est plus de 300, implantations en France, c'est ça? Ou près de 300, je sais plus, Emmaüs Connect, non? Ah non, alors Emmaüs, Non? moi je disais 300 groupes, c'est, là c'était un peu pour vous donner le panorama OK. à tout le monde de ce qu'est le mouvement Emmaüs. Oui. Emmaüs Connect en tant que tel, on est sur, 19 territoires, Oui. donc les grandes villes, on va dire les plus grandes villes, de métropole, et puis on est aussi on a des équipes un peu volantes qui sont, qui volent de département en département pour aller aider des gens au sein de structures sociales d'un peu toute la France. Et puis on a aussi, quelques relais en outre-mer. Enfin voilà, on est très mobile en fait, et on arrive à couvrir une bonne partie du territoire. Et si c'est possible, c'est aussi grâce à nos bénévoles. On a 160 salariés, mais on a surtout 1 500 bénévoles qui sont, voilà, qui agissent partout en France, et ça, c'est extrêmement précieux. C'est une vocation d'avoir des équipes volantes plutôt que d'ouvrir des nouvelles implantations? Et j'imagine qu'ouvrir une implantation, voilà, c'est pas comme une franchise qui se dit, enfin, comme ou une chaîne de magasins qui se dit: «Tiens, je m'implante là». Évidemment, j'imagine que c'est beaucoup plus compliqué. Mais est-ce que c'est une vocation, que vous avez de plutôt développer des équipes volantes plutôt que des implantations physiques? Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes plutôt dans un rythme d'ouverture d'implantations physiques, autant que possible? En fait, c'est vrai qu'ouvrir des lieux, c'est extrêmement cher, Ça doit être concrètement. cher, ouais. C'est très cher. On a 14 lieux aujourd'hui, qui sont en dur à nous, Mmh. qu'on appelle des espaces de solidarité numérique, qui sont extrêmement précieux, mais qui en fait, ne suffisent pas, pour faire face à l'afflux, et des nombre de personnes qui sont en grande difficulté partout en France. Et donc notre stratégie, c'est oui, effectivement, d'avoir des équipes volantes, mais en plus que ça, c'est, d'aider des structures sociales de toute la France, quelles qu'elles soient, que ce soit des, centres communaux d'action sociale, que ce soit des, petites associations de quartier, que ce soit près de Carcassonne ou près du Tréport en Normandie, on les aide à faire ce qu'on fait. Donc en gros, on les appelle les relais numériques, donc elles rejoignent le réseau des relais numériques d'Emmaüs Connect, Mmh. et donc elles ne perdent pas leur identité, mais elles ajoutent à ce qu'elles faisaient déjà, cette partie numérique. Alors elles peuvent faire comme nous les 3, c'est on leur apprend à la fois à vendre, à de l'équipement solidaire, de la connexion solidaire, ou à faire des formations, sur des compétences de base, ou alors elles peuvent choisir une de ces 3 choses selon, leurs besoins, les besoins des publics qu'elles accueillent. Donc en fait, voilà, nous notre stratégie, s'il faut la résumer, c'est de d'essaimer, l'inclusion numérique partout en France, parce qu'on sait bien qu'en réalité on n'aura jamais les moyens, et c'est pas possible, d'ouvrir, un lieu même dans chaque département, ça serait même pas possible, Mmh. même si on aimerait beaucoup. Ouais, vous aimeriez beaucoup et puis j'ai l'impression que, il y a aussi beaucoup de personnes qui sont concernées. Il y aurait suffisamment, d'activités, pour occuper, tout le monde. On va d'ailleurs faire un petit focus ensemble sur qu'est-ce que c'est aujourd'hui, que l'exclusion numérique, et ça m'intéresse évidemment d'autant plus que, dans Tech Café habituellement, on aborde, évidemment les grands sujets, sociétaux liés au numérique, mais je pense vraiment que c'est un sujet qu'on n'a pas traité. En fait, on n'a pas eu, suffisamment de ressources, et probablement qu'on n'a pas fait assez preuve d'initiative à titre individuel pour le mettre en avant. Mais on est très conscient que l'exclusion numérique est importante, mais c'est hyper intéressant qu'on se focalise un petit peu sur des ordres de grandeur. Donc aujourd'hui, l'exclusion numérique, en particulier en France, hein, j'imagine que c'est surtout en France qu'on va voir l'info avec, Ouais. avec toi. C'est quoi? Ça représente quoi? Alors, d'abord vraiment, ne te jette pas la pierre. Moi, avant d'être dans ce monde-là et de faire mes premières immersions, en espace de solidarité, je savais que ça existait, mais je me rendais pas du tout Ouais. compte de l'ampleur de la chose. C'est vraiment quand on est au contact de personnes en grande précarité, justement numérique et sociale, mais en général ça va avec, qu'on se prend une grosse claque. Mmh. Alors, combien de personnes ça concerne? Il y a plusieurs Ça dépend en fait de quoi on parle. Si on parle de l'électronisme pur, c'est-à-dire vraiment, des gens qui sont absolument incapables d'utiliser un outil numérique, c'est quand même 15 des personnes de plus de 15 ans en France. Donc ça, c'est, une exclusion totale.
Ensuite, il y a donc nous, on accueille des personnes qui sont dans ce cas-là et qui sont en précarité sociale. Après, il y a aussi beaucoup de monde qui sont pas, qui voient vaguement quand même comment utiliser un ordinateur, euh, mais qui sont quand même suffisamment éloignés ou qui n'ont pas d'équipement adapté pour faire des démarches essentielles, qui sont privés de choses essentielles en réalité parce que elles sont trop éloignées. Ça, c'est quand même 16 millions de personnes. Donc c'est un rapport récent de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Donc c'est 16 millions de personnes, c'est quand même plus que 5 fois la Bretagne hein, en termes de population. Enfin, faut remettre les choses en perspective, c'est considérable. Et puis alors, si on parle des gens qui éprouvent un frein en moins qui les empêche d'utiliser les outils numériques, et ça, je pense qu'on connaît tous autour de nous. Voilà, on a tous des proches en fait qui nous demandent des petits services de temps en temps parce qu'ils n'arrivent pas à aller au bout d'une démarche. Bah ça, c'est 48% des Français. Donc en fait, on voit qu'on monte en puissance d'une certaine manière dans l'exclusion, avec différents niveaux d'éloignement, qui est lié soit au manque de compétences, on pense toujours à celui-là, mais en fait, il est aussi très souvent lié à un manque de moyens pour avoir l'équipement adapté, ça c'est 8 millions de personnes, ou un manque aussi de connexion, c'est-à-dire pas de forfait parce qu'on est mal logé, non bancarisé, et ça, on l'oublie aussi beaucoup, mais c'est un gros frein. C'est quoi les exemples d'exclusion très concrètes qu'on pourrait avoir en tête et que vous rencontrez le plus souvent Alors en fait, c'est les cas impressionnant. En fait, d'usage? comme le numérique est vraiment maintenant irrigue tous les sujets du quotidien, c'est très, très, très vaste. Mais on va dire que peut-être les problèmes les plus fondamentaux, c'est comment faire pour trouver un job quand la première chose qu'on va vous demander, c'est quelle est votre adresse email. Mmh. Voilà. On pense, nous, comme on est connecté, et puis j'imagine que l'audience qui nous écoute l'est aussi très connectée, donc on peut pas imaginer, mais l'adresse email, c'est pas une évidence du tout quand on n'a jamais eu d'ordinateur à la maison. Euh, je précise qu'il y a quand même 19% des moins de 25 ans aujourd'hui, en 2024, qui sont éloignés du numérique parce qu'ils n'avaient pas d'ordi à la maison. Donc oui, ils savent aller sur TikTok et tout, mais en fait, ils savent pas, ils ont pas de boîte mail pro, ils savent pas forcément gérer ça. Et donc l'adresse mail, c'est plus important que l'adresse postale aujourd'hui. C'est Mmh. ultra important de s'en rendre compte. Il y a pareil pour tout ce qui est gestion bancaire, évidemment, où là, les conseillers, notamment si on cherche un compte pas trop cher, les conseillers disparaissent. Donc, en fait, si on n'est pas capable de gérer la double authentification pour la moindre démarche bancaire ou d'utiliser une FAQ, etc., c'est très très compliqué. Je pense aussi à des parents qui, ça nous arrive souvent, sont en grosse galère parce qu'on leur dit bah non, mais en fait, attendez, les cahiers c'est terminé, les cahiers de présence, etc. Maintenant, vous allez sur Pronote. En fait, Pronote, c'est une appli parmi d'autres pour gérer la scolarité de ses enfants. Puis là, j'étais curieux, je voulais aller voir un peu la notation sur Google Play, je suis allé voir sur Mmh. l'app. Ils ont 2,4 et en fait, les commentaires, c'est flashcode, C'est super sûr. Ouais, compliqué, c'est vrai que c'est un enfer, je identifiant, là, là, confirme. là, là, là. Mmh. Et donc en fait, ce qui avant paraissait déjà assez intense, c'est-à-dire suivre la scolarité de ses enfants, c'est quelque chose. Alors quand en plus on a des barrières technologiques qui font que on est éloigné de ça et on n'ose pas forcément le dire. Il y a aussi une honte vis-à-vis de ça. Voilà, ça c'est quelques cas, mais c'est vraiment pour dire que l'exclusion numérique, c'est pas juste comment je fais c'est aussi ça, mais c'est pas juste comment je fais pour avoir mon allocation chômage parce que je peux pas actualiser sur Pôle Emploi ou France Travail. C'est aussi le lien au quotidien avec la vie de sa famille, la vie de ses enfants, etc. Je pense que l'exemple, enfin moi je suis marqué ayant mon fils qui est rentré en sixième, l'accès à Pronote, je pense pas être le plus demeuré qui soit, mais alors franchement, l'accès à Pronote est d'une complexité et ça rend les choses difficiles et je comprends que beaucoup de monde en fait ne franchissent pas le pas et abandonnent tout simplement le suivi d'une scolarité pour leurs enfants. Parce qu'en plus, spontanément, tu te dis, c'est un peu du plus, quoi. Tu te dis, il y a le carnet de liaison, voilà, il y a des échanges de cahiers. On voit bien que le sac à dos, il est encore bien rempli sur le dos des élèves. Donc, on se dit comme ça inconsciemment que le numérique, c'est un truc en plus. Et non, finalement, quand on n'a pas l'accès à Pronote, qu'on ne suit pas les informations, on n'a pas, on est mis de côté, quoi. Enfin, je pense on passe à côté de beaucoup d'infos, quoi, finalement. Est-ce que tu peux d'ailleurs nous en dire un petit peu plus sur ton sentiment au passage sur
À qui la faute? Enfin, c'est un peu facile, mais j'allais dire, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui un TikTok arrive très facilement à diffuser ses vidéos auprès du grand public sans trop de contraintes et que bah, c'est si compliqué de s'enregistrer et de faire une interface administrative? Alors oui, je compare des choux et des carottes parce que consulter des vidéos, c'est autrement plus simple sur un smartphone que de consulter des infos administratives ou d'intervenir sur son profil administratif. Mais finalement, quand on y réfléchit un petit peu, est-ce qu'il n'y a pas aussi à regarder du côté des acteurs du numérique, de l'administration, des interfaces, des grands acteurs Ouais, qui fournissent les services pour leur faire comprendre qu'ils sont pas à niveau aujourd'hui? ouais, complètement. En fait, c'est vrai que c'est très différent de parler d'usage ludique. Ça, l'usage ludique social Jeux globalement, vidéo, ouais, jeux aussi. vidéo, même juste, Ouais, quand je vidéo. dis ludique, c'est juste, WhatsApp par exemple, Ouais, ouais. c'est Ah oui, tout c'est à fait, social ouais. ludique, enfin Mmh. des choses comme ça qui pour le coup sont, ont réussi vraiment, enfin il y a un taux de Ouais. pénétration, global dans la société qui est très, très important et donc ça a priori il y a pas de souci. Par contre, c'est vrai que pour ce qui est des démarches, alors, tu parlais là de démarches administratives, il y a cette nécessité toujours d'avoir, alors là je donne l'exemple du clavier parce que l'exemple du le clavier, il est le plus, symptomatique et c'est lui qui crée vraiment qui en fait, qui illustre un peu le grand écart qu'il peut y avoir entre des gens qui ont été habitués à utiliser chez eux un outil numérique. Donc c'est là que la corrélation entre la précarité, numérique et la précarité sociale, elle est directe, hein. Nous on la voit tous les jours. C'est pas l'âge. On a toujours, tendance à se dire, c'est l'âge qui fait la différence dans la fracture numérique. C'est l'âge, évidemment, c'est un facteur, mais le plus puissant, c'est celui de la précarité, et du niveau de vie, en fait. Donc voilà et ce que tu décris avec, le fait de consommer une vidéo ou de pouvoir aller faire des démarches, en fait, c'est on peut creuser encore un peu plus et parler de ce dont parle la défenseur des droits et nous, on échange beaucoup, avec cette autorité administrative, Mmh. indépendante, très, très utile qui, alertait récemment sur un basculement, en fait. C'est-à-dire que, heu, on vous demande aujourd'hui pour accéder à des services publics, vraiment basiques, citoyens, d'avoir l'équipement, de savoir comment l'utiliser, d'aller sur le site, de faire la démarche, Ouais. de l'envoyer et de la vérifier. Voilà. Et donc en fait, quand on dit tout ça, c'est pas juste consommer quelque chose, sur internet. C'est réellement produire quelque chose, Mmh. mettre bout à bout alors j'ai oublié la connexion, il faut aussi avoir la connexion qui fonctionne et cetera. Et en fait, mettre tout ça bout à bout pour arriver à aller au bout de sa démarche, là où, avant, la démocratisation totale, du numérique, il y avait des gens pour nous aider à faire ça et on allait vers quelqu'un dans un guichet, on lui demandait, quelque chose ou en tout cas on répondait à sa demande et la personne s'en occupait. Et donc ce que la défenseure des droits dit, c'est il y a un reversement qui est historique de la charge, du service public. Ce n'est plus l'usager qui, bénéficie du service, mais c'est l'usager qui est responsable de la production finalement de ce voilà de ce service Mmh. d'une certaine manière. Donc ça c'est assez dangereux en fait, c'est un effet vraiment pervers qui fait que les gens qui sont en difficulté sont parfois tétanisés, réellement paralysés, parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont tout casser, qu'ils vont pas savoir faire, que c'est trop en fait. C'est beaucoup trop de choses à mettre bout à bout pour arriver au bout d'une démarche. Donc voilà, c'est pour ça qu'on croit beaucoup, beaucoup au fait de tout simplement remettre plus d'humains là-dedans parce que, la fracture numérique, elle existera toujours. Peut-être qu'on pourra la résorber en partie, mais, elle existera toujours. Est-ce qu'on peut se pencher un petit peu sur qui sont, les personnes, qui sont, concernées par ce que tu décris? Parce qu'en fait, c'est vrai que tu parles, de la difficulté, par exemple, du clavier. Alors, bon, moi, je l'ai vécu de cette manière-là, mais je sais qu'il y a plein de personnes qui sont dans cette situation. J'ai eu, ma maman, à un moment, qui a dû, se retrouver dans une situation, d'autonomie numérique, en découverte pure, à un moment où elle avait pas forcément, le bagage, le temps, et encore moins l'envie de s'y mettre, mais elle a été obligée de le faire et vraiment lui apprendre ce que c'est comment fonctionne un clavier, comment allumer, éteindre un ordinateur, utiliser les raccourcis contrôle, double clic, clic droit, enfin tout cela est finalement d'une complexité importante. Mmh. Ça peut paraître rigolo pour beaucoup, mais c'est vraiment une complexité importante. Et donc du coup, dans mon inconscient sur cette vision-là de la population, j'ai tendance à me dire que c'est surtout bon, allez, soit des personnes âgées, soit des personnes, en forte précarité, financière. Qu'est-ce qu'il en est exactement? C'est qui les personnes Ouais. concernées? Bah, alors c'est en partie vrai. C'est vrai que les personnes âgées ont beaucoup plus, sont une partie importante
oui, oui, des personnes qui subissent cette fracture numérique. Mais en fait, il faut beaucoup plus nuancer que ça, parce que c'est un peu le chiffre que je donnais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a un jeune sur 5 qui C'est est vrai, éloigné ouais. du numérique sur les usages professionnels, administratifs, c'est-à-dire ce qui fait de lui, d'une certaine manière, un citoyen capable de répondre à ses obligations et d'obtenir ses droits aussi, d'accéder à ses droits en fait. Et donc en fait, oui, on est beaucoup dans cette vision, un peu voilà, d'agisme, mais faut nous tous les jours en fait, le type de personnes qu'on voit chez MS Connect, c'est beaucoup plus à 80% des gens donc allez, plutôt entre 30 et 65 ans. Donc en fait, c'est des gens qui sont complètement dans la vie active ou qui essayent de retrouver une activité. Le plus souvent, c'est ça, c'est des gens qui ont absolument besoin du numérique pour rester au contact de la vie active et qui ont subi, dans leur vie, souvent un isolement qui, pour plein de raisons, qui fait que, les personnes qui les aidaient jusque-là, où elles arrivaient disons qu'elles arrivaient à gérer, voilà. Et puis un jour, la personne est partie, n'était plus là, ou alors on leur a demandé de le faire en autonomie, elles étaient obligées parce que c'était dans le Mmh. cadre d'un job, et cetera. Donc là, tout d'un coup, la personne est sans parachute, et doit faire elle-même. Et là, c'est la panique à bord. Et toutes ces personnes, en fait, elles ont pas 85 ans, parce que les gens de 85 ans, soit ils ont lâché l'affaire, soit ils ont toujours quelqu'un pour les aider pour faire leur place en général. Donc on en a, mais voilà, les vraies personnes qui souffrent aujourd'hui de la fracture numérique, c'est pas intuitif, mais c'est des gens qui ont entre 35 et 65 ans, et aussi un jeune sur 5 de moins de 25. Voilà. Donc ça Ouais. casse complètement notre image mentale en fait de la fracture numérique. Ouais, puis peut-être que j'imagine aussi les personnes au-delà d'un certain âge qui sont confrontées à ce type de difficultés, s'en accommodent peut-être alors mieux, il y a vraiment des guillemets à mettre derrière le mieux, hein, mais j'ai l'impression qu'ils sont peut-être encore moins en capacité, d'aller essayer de trouver, des pistes comme probablement les personnes, avec qui, vous interagissez au quotidien. Je pense qu'il y a une forme parfois d'adaptation, qui est plus paradoxalement, pas fa encore une fois, pas facile, mais Mmh. plus installé. Ça me fait beaucoup penser, ce qu'on dit là, je voudrais en profiter pour le mentionner. Il y a un podcast, que j'aime beaucoup, que je greffe régulièrement, je vais le faire encore une fois aujourd'hui. C'est, «Le code a changé». C'est un podcast de France Inter, donc pas diffusé en radio, sauf erreur de ma part, mais qui est diffusé qu'en podcast. Et il y a un épisode qui est sorti le 3 janvier, 2024 qui s'appelle «Une vie sans internet». Et Xavier Delaporte, qui est le journaliste qui anime, ce podcast, a interviewé un proche de sa famille qui vraiment, est coupé de toute vie, numérique. Et quelque part, on sent bien dans ses propos qu'il y a une forme de revendication, une forme, d'aisance au quotidien. Alors oui, bah, voilà, il a besoin parfois d'un petit coup de main pour faire un truc qui est, complètement dépendant du numérique, mais j'ai l'impression qu'il y voit une forme de défiance et une forme de défense de la vie, qu'il avait connue avant l'arrivée massive du numérique. Et j'ai l'impression que c'est plus facile pour une personne, ouais, peut-être plus senior, encore une fois, hein, je suis très gêné Mmh. à l'idée d'utiliser le mot facile parce que mais j'ai l'impression que c'est peut-être plus possible pour eux, en tout cas. Ah oui, je pense que c'est ce qui explique pourquoi est-ce que nous on a un tel, on a un enfin, ça explique beaucoup l'âge des personnes qui franchissent notre porte en fait, Ouais. Mmh quand mh. ils se connectent. Mmh. C'est que c'est des personnes qui n'ont pas le choix. Ouais. Il faut qu'elles se progressent, il faut qu'elles évoluent, il faut qu'elles achètent du matériel pour la première fois peut-être. Ouais. Enfin parfois, c'est vraiment la première fois. Et donc, ce n'est pas le public que tu décris là, Mmh mh. qui peut s'accommoder en fait. Qui peut Mmh. s'accommoder et qui va réussir la plupart du temps à voilà, à moins vraiment de se retrouver très isolé, mais passer entre les mailles. Mais mais du coup, oui, ça me faisait penser aussi, à ce que ces personnes, pouvaient, heu enfin, en fait, c'est vrai que là, dans le discours qu'on peut avoir, il y a une notion un peu négative. En fait, Mmh. on voit toujours les choses, sous la contrainte. On se dit, c'est des personnes qui voilà, il y a une question enfin, c'est une question un peu vitale pour elles et c'est vrai, mais nous, on a fait une enquête il y a l'année dernière, en fait. On a interrogé beaucoup des bénévoles, et aussi beaucoup de personnes qu'on accompagne, et sur un panel de 200 personnes qu'on accompagne, Mmh. ce qui était super intéressant, c'est qu'elles nous ont complètement cassé nos a priori. C'est-à-dire que 83 des gens, quand on leur demandait: «Pour vous, c'est quoi le numérique?» Vraiment, on s'attendait à être dans le même état d'esprit que nous, hein, Ouais. on s'attendait à ce qu'elle dise: «C'est dur» et cetera. Ils nous ont dit: «Non, nous, on le voit comme une chance. C'est vraiment une chance. C'est pas pour faire enfin un mauvais, pont vers notre, slogan à nous parce que c'est que faire du numérique une chance pour tous et on pensait qu'il était dépassé ce slogan honnêtement et en C'est vrai. fait, quand on leur demande, c'est l'espoir, c'est vraiment des choses positives.
on s'est dit: «Waouh, mais en fait, on est complètement, nous, connectés, au quotidien. On voit le numérique d'une manière, hyper, voilà, hyper sombre et ces personnes-là, au contraire, elles y voient une chance parce qu'elles se sentent tellement loin que là, c'est: "Ah, enfin, elles arrivent à comprendre un peu, mieux ce qu'on leur raconte, ce qu'elles entendent à la télé, ce qu'elles entendent à la radio, voilà, les hashtags, les machins, les trucs". Enfin, faut imaginer ce que c'est que de rien comprendre à ça. Mmh. Donc hem, donc voilà, moi ça m'a vraiment, beaucoup plu en fait de sentir cet élan-là positif des personnes qu'on accompagne. C'est quoi les actions concrètes qui sont menées auprès d'Emmaüs Connect, à propos des personnes qui viennent vous solliciter? Est-ce que tu peux nous donner des exemples de ce que vous faites, Ouais, concrètement? bien sûr. Alors on les aide, bah, du coup sur 3 volets que ce soit l'équipement, que ce soit de la connexion, que ce soit, des compétences. Hem, c'est un peu à la carte selon ce dont la personne a besoin. On accueille souvent des très grands débutants qui ont besoin d'un parcours qu'on appelle d'initiation. Donc ça va être, voilà, apprendre en, une dizaine d'heures ou parfois beaucoup plus, à utiliser la souris. Voilà, on va passer une séance à cliquer, ensuite on va passer une séance à créer une boîte mail, ensuite on va créer et en fait derrière ça, bah, l'idéal c'est quand même qu'elles repartent avec du matériel. Donc pour ça, on a depuis quelques années créé une filière de réemploi solidaire de matériel. On essaie de déployer dans la France entière avec plein de partenaires. Donc voilà, on est sur la partie aussi, reconditionnement, équipement et puis, la connexion, on a beaucoup de gens qui viennent parce qu'ils ont, pas de forfait, ils peuvent pas avoir de forfait, parce que la data en France est peu chère quand on a un forfait, Ouais. très peu cher par rapport au reste du monde. Par contre, quand on n'en a pas, alors là, ça tape fort et donc nous, on a un partenariat avec SFR qui nous permet de vendre à tarif solidaire, des cartes mobiles beaucoup moins chères en fait, de la data beaucoup moins chère Mmh. que les Icas, les Bara et cetera. Donc voilà, en fait, les gens viennent soit pour des parcours, mais ils peuvent ou pour ce genre de demande, ils peuvent aussi venir juste pour, avoir un coup de main, sur, il y a un bénévole qui va être là pour les aider, par exemple, s'il faut absolument qu'ils apprennent à, utiliser, leur compte Amélie, parce que, voilà, ils ont un pépin, et en fait, on va leur apprendre concrètement à utiliser. Il faut surtout pas faire à leur place complètement, mais leur apprendre, comment fonctionne Amélie, ou d'autres services comme ça. Mais, heu, mais encore une fois, ce qui est rigolo, c'est que les gens, qui viennent, nous, on pense toujours qu'ils vont venir pour les démarches, les trucs, super importants, les Amélie, les passeports et cetera. Oui, mais en fait, le plus souvent, les gens viennent vraiment pour des trucs, qui leur font plaisir ou qui, leur changent un peu leur vie, socialement et cetera. C'est, beaucoup plus s'informer, apprendre, ça va il faut j'ai trop envie de découvrir, ce pays, j'ai trop envie de trouver, un coiffeur, sur Google Maps, mais je sais pas comment on fait, j'ai trop envie de, créer un site web, j'ai trop envie de voilà, c'est en fait, c'est beaucoup de choses, positives heu et pas, ou, même des sites de rencontres. Ah, c'est un truc, alors ça, Mmh. on essaye de baliser ça avec les bénévoles qui sont souvent un peu gênés parce que, les gens arrivent: «Alors écoutez, moi je connais pas grand chose, mais par contre j'ai très envie d'aller sur une app de rencontre». Bon, bah, OK, Mmh. ça va être ça la première approche. Donc c'est ça la réalité des demandes, quoi. Mmh. Ça a l'air d'être, finalement hyper gratifiant et je pense que ça doit être aussi un retour que beaucoup de bénévoles et beaucoup de personnes qui œuvrent, au sein d'Emmaüs Connect doivent restituer. C'est que ça doit être évidemment très gratifiant d'arriver à comme ça ouvrir des choses sur la base d'intentions positives pour des personnes qui le demandent, c'est chouette. Complètement, les bénévoles, enfin là-dessus, très rapidement, mais c'est un bénévolat, qui est assez récent, un type de bénévolat qui est assez nouveau et en fait, très souvent, enfin on a beaucoup de bénévoles qui sont très heureux en fait de sentir que même en 1 heure et demie, ils ont réussi vraiment à voilà, à partager et à faire avancer, le schmilblick quoi et Ouais. la personne qui les 2 en fait, la bénéficiaire comme le bénévole repartent super contents. Ça, c'est les actions à destination des personnes qui, voilà, qui ont besoin directement de votre aide. Mais en préparant, l'émission, il y a un point que je trouvais, hyper intéressant que j'ai relevé. Tu expliquais aussi que vous aviez un rôle, chez Emmaüs Connect, que j'ai associé à être une forme de militantisme, mais je sais que le mot n'est pas approprié, enfin, correspond pas exactement. Mais en gros, d'arriver à faire porter des messages, très forts auprès, de décideurs, auprès d'administrations éventuellement, sur ce que engendre évidemment, la fracture numérique et surtout ce qu'il faut pas abandonner. Un exemple très concret que tu me donnais, c'était de considérer le fait que, cette évolution, elle va pas enfin, ça va pas s'arrêter en fait, cette fracture numérique va pas s'arrêter avec, le décès des seniors et parce que d'une part, on a vu que toute la pyramide des âges peut être, évidemment concernée et puis que ça va être un problème qui va continuer à perdurer, mais qui va peut-être même par certains aspects s'accentuer. En fait, vous militez beaucoup aussi pour, maintenir des présences physiques au niveau, local, hein?
Oui, oui, complètement. En fait, nous, à la base, on fait de l'action sociale. On est une association de terrain pour aider les publics. Mais particulièrement depuis le Covid, on est devenu, une association enfin, on est très sollicité, disons, par des institutionnels, alors que ce soit au niveau national ou au niveau local, il y a beaucoup de décideurs publics qui viennent nous voir et qui essayent de comprendre, comment est-ce qu'on peut, mieux faire dans tel ou tel domaine. Et en fait, il y a un mythe que nous, on a nous-mêmes brisé d'abord pour nous, et puis ensuite on essaye de le briser auprès des personnes voilà, qui nous demandent conseil et qui essayent de comprendre le problème. C'est vraiment que, comme tu dis, cette fracture numérique, elle est inhérente à la vitesse de développement du numérique et qu'on est tous potentiellement victimes de ça. Et que pendant le Covid, il y a eu une prise de conscience incroyable. Tout le monde, qu'on soit en première ligne d'un job, voilà, considéré à l'époque comme les premières lignes, ou qu'on soit ministre, on était bloqué chez soi avec son portable, et sans portable, sans forfait, sans lien numérique, on était coupé du monde. Et donc ça a vraiment déclenché quelque chose d'assez dingue, avec derrière beaucoup de proactivité, voilà, beaucoup de projets, beaucoup aussi d'argent qui s'est débloqué sur ce sujet-là. Mais nous, ce qu'on regrette, c'est que il y a toujours cette croyance qu'on va pouvoir amener tout le monde vers le numérique, Ouais. Mmh. qu'en fait on va réussir à un moment donné à avoir une société du tout numérique. Je crois qu'au fond, enfin on croit, franchement, on est tous convaincus que personne ne le souhaite vraiment, qu'on souhaite tous que le numérique soit un choix, que ce soit Ouais, un vecteur c'est vrai. d'opportunité, que ce soit un truc qui nous apporte des choses. Clairement, ça peut être plein de bonus dans notre vie, mais ça peut pas remplacer toutes les dimensions de notre vie et nous et créer du distanciel dans tout, en fait. On peut Mmh. pas être une société du distanciel en permanence. Et ça, voilà, on faut absolument qu'on remette des guichets. En fait, nous, on prône la rematérialisation vraiment des services publics. On prône, et c'est pas un discours qui est très vieux, hein, c'est un discours, nous, qu'on développe depuis vraiment, de 4 ans, c'est ça, à peu près, et qu'on porte haut et fort parce que, notamment avec la Défenseure des droits, mais plein d'autres, on est, convaincus qu'on acquiert, là, on est tous en train d'acquérir une nouvelle conscience, finalement, du numérique, des risques et ouais, de ce que ça peut représenter si on se lance vers une société comme ça, toute dématérialisée. Un autre exemple de dispositif, peut-être que tu peux nous partager, tu m'as mentionné, partage de cours. Je veux bien que tu nous en Oui. touches un mot. Ouais, alors en fait, partage de cause, ça fait partie un peu de ces nouveaux projets qu'on a pu lancer pour sensibiliser, parce que, bah, en fait, oui, très peu de gens ont conscience de la gravité du phénomène. On se dit toujours: «Ah oui, mais la fracture numérique, c'est un problème, mais c'est un peu un sous-problème, quoi». Il y a les vrais problèmes, il y a les con et puis ça, c'est un peu du bonus. Mais bon, sauf qu'en fait, non, c'est pour des tout maintenant, le numérique est nécessaire pour tous les services essentiels du quotidien. Donc on voulait sensibiliser la population, et on voulait surtout donner la possibilité aux gens d'aider leurs proches ou d'aider des inconnus, qui sont en galère à cause du numérique, que ce soit sur leur smartphone, sur leur ordi, ou tout autre outil. Et donc on a créé Partage Doco qui est, on a appelé ça la saison 1 pour l'instant, et puis on va essayer de relancer une saison 2 cette année. C'est donner des outils, donc c'est partage2.co, c'est ça le site web. Et c'est, pour donner quelques outils, quelques clés pour aider quelqu'un qui est dans la galère, voilà. Quand on est soi-même aidant informel, voilà, on est connecté au quotidien, mais on a quelqu'un qu'on voudrait aider, soit avec, des astuces, toutes bêtes, comment je grossis le texte Mmh. en énorme, le texte de mon smartphone, comment, je fais pour, partager de la data, quand j'en ai, plein, qui vaut rien en fait parce que j'ai un forfait. Enfin voilà, c'est plein de trucs comme ça. C'est aussi, plein de lieux où, quand la personne est vraiment, vraiment trop en difficulté, comment je l'oriente? Bah, j'ai une carte où je sais où, je peux l'envoyer, l'espace le plus proche, pas que nous, hein, mais vraiment tous les espaces de médiation numérique qui existent. Enfin voilà, c'est plein de petites choses comme ça, et puis, un sticker au passage pour, juste montrer, notamment sur les dé quand on est commerçant, je sais pas, on a envie de montrer que, bah, les gens peuvent toquer à la porte et Mmh. juste demander un conseil là-dessus. Il y a un sticker commerçant, tout comme il y a un petit sticker pour les particuliers pour dire, voilà, dispo, pour aider, quelqu'un sur le numérique. Un autre exemple aussi, c'est que, enfin, finalement, vous diffusez quelque part, des méthodologies, peut-être autour de l'accompagnement du numérique pour d'autres? Ouais, on fait aussi ça. C'est alors là, c'est pour aider les acteurs sociaux, et notamment sur la citoyenneté à l'heure du numérique. On a créé un collectif avec ATD Quart Monde, avec, Sciences Po, la Fédération des acteurs de la solidarité, qui s'appelle collectif, donc le site s'appelle citoyenneté et numérique.org, et donc, là, on recueille en fait des bonnes pratiques, et les associations,
en diffuse pour aider, par exemple, petite localité, un lieu où on aurait l'impression on perd du lien, à cause du numérique et parce qu'il y a beaucoup de gens qui seraient peut-être, voilà, dans certains villages un peu, où la moyenne d'âge est plus âgée, où il y a des gens qui sont vraiment nombreux en fracture numérique. Comment faire pour leur redonner envie voilà, d'être citoyen, malgré cette fracture-là. Il y a pas mal de méthodologies pour créer des ateliers, pour créer des outils qui soient, comme on dit, accessibles, voilà. Donc c'est un autre projet qu'on a en ce moment. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais mettre en avant sur vos actions et puis, Bof, non, 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 là, on a déjà pas mal, fait le ouais. tour, si ce n'est, pour les gens qui sont là à Paris, Lyon, je les cite pas tous, mais Marseille, Bordeaux et cetera, qui auraient envie de s'engager, vraiment passer, une tête pour devenir bénévole. Il y a pas du tout besoin d'être, ultra, performant sur le numérique. Faut juste être comme nous, un peu connecté, bien maîtrisé, et on peut tout de suite aider quelqu'un. Donc voilà, devenir bénévole. Et s'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent, des gens qui ont des petites flottes de matériel ou des grandes flottes de matériel, on est très, très, très ouvert à les récupérer. Heu et ça, donc c'est, via, lacollecte.tech qui est notre dispositif de donc c'est lacollecte.tech, c'est le nom du site. Voilà, on le trouve facilement sur Google, il y a pas besoin de se rappeler de l'URL absolument. Vous avez besoin de ressources? Vous en avez déjà en matière de reconditionnement de matériel? Oui, c'est pas évident parce que quand on sait qu'un smartphone, un iPhone 9, peut être revendu 20 fois et continue à faire du bénéf, Mmh. oui, on a beaucoup de mal à récupérer, mais il y a quand même pas mal d'entreprises. Là, on en est quand même à 40 000 équipements, traités, depuis 3 ans. Donc c'est un gros travail pour essayer de concurrencer les brokers et tous les leasers forcément, voilà, le matos, il est de moins en moins facile à aller chercher, Eh mais oui. c'est pour ça que vraiment je m'adresse aussi aux gens qui ont des petites boîtes, qui savent pas trop quoi faire de leur matériel. On est vraiment très, très preneurs, que ce soit 5 machines, 10 machines, donc plutôt des ordinateurs portables, on aide beaucoup des gens qui sont mal logés, donc des ordinateurs portables, qui fonctionnent plutôt bien, qui ont un petit souci mais pas trop grave. On a tout un protocole hyper carré pour effacer les données, voilà, et on en fait du réemploi. Donc c'est beaucoup mieux que de recycler du matos. On lui redonne une vie et puis derrière s'il est, heu, voilà, plus tard il pourra être recyclé, mais généralement ils peuvent très bien le resservir à quelqu'un d'autre et d'être vendus vraiment pas cher. On les vend genre du coup 100 €, 200 €, 300 €, mais ça reste beaucoup moins cher que le prix de marché, quoi. Ouais, ça reste hyper accessible pour les personnes qui peuvent en bénéficier. Bah, écoute, excellent, merci beaucoup. Je trouve que c'est hyper éclairant et quelque part, j'ai l'impression qu'on en retire aussi, la même conclusion que ce que tu décrivais tout à l'heure. C'est que finalement, on aborde un sujet qui, sous un premier aspect, peut être, très anxiogène, très déprimant, finalement est très stimulant et Mmh. bon, c'est une vraie réalité de notre société, qu'il faut qu'on arrive à adresser collectivement. Mais la manière dont on peut l'adresser, c'est aussi en y voyant, des opportunités comme tu disais tout à l'heure, de la part des personnes qui sont concernées, ils y voient aussi beaucoup, des belles choses quoi, derrière le numérique, Ouais. donc c'est très, très chouette. Merci beaucoup, de m'avoir donné l'opportunité d'en parler. Merci infiniment à toi. On va pouvoir rappeler, aux auditeurs où ils peuvent, vous retrouver, où ils peuvent avoir plus d'infos. Est-ce que tu veux nous en dire plus? Oui, alors, tout simplement emmaüs-connect.org et Hein? là, on pourra ça vous redirige vers tous les projets, voilà, tout ce qu'il faut savoir. Et puis si jamais, vous avez été sensible à, la mise en lumière des actions d'Emmaüs Connect au travers du podcaston, je vous invite à faire quelque chose, en fait d'assez simple, mais qui peut aider à mesurer, l'intérêt porté, sur ce type de dispositif. C'est d'aller sur podcaston.org, donc le lien est dans les notes de l'épisode et vous pourrez au passage d'ailleurs découvrir, des centaines d'autres associations à travers, d'aussi excellents podcasts que Tech Café. Et puis c'est l'occasion, si vous en avez la possibilité, hein, aussi, évidemment, de faire une promesse de don pour Emmaüs Connect notamment. Et là aussi, ça se passe sur podcaston.org très facilement. On compte évidemment sur vous. Merci beaucoup pour l'intérêt porté sur ce sujet. Merci à toi d'avoir participé à cet épisode, Arnaud. Merci Guillaume. Et puis merci pour votre fidélité. Rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de podcast. Ciao à toutes et à tous. Cool. Bon, je ferme pas, hein.